proximité. Madame Jamie Bowling, directrice exécutive du European Network of Independent Living. Énile. Oui, ça marche, je pense, vous m'entendez. Je suis Jamie Bowling, la directrice de INIL, le réseau européen. Je vais donner une petite introduction en ligne directrice. Qui suis-je? J'ai 3 passeports, 2 enfants et une passion brûlante pour les droits humains. J'ai vécu mes premiers 20 ans aux États-Unis. Après, j'ai vécu 16 ans en Suisse. C'est pour ça que je parle un peu de français. Je parle pas souvent parce qu'après, je suis allée en Suède où j'ai eu la chance de tomber d'un cheval et casser le dos. Pourquoi la Suède? Parce qu'il y avait quand même des services sociaux qui étaient assez bien. Donc, j'ai refait ma vie et je suis là aujourd'hui. On peut aller au premier slide, là. Très bien. Et j'ai pensé pour une petite introduction à l'expérience suédoise. Monsieur Crow, il a dit qu'on pourrait faire la transition plus vite ou moins vite. La Suède a décidé, dans aussi à peu près la même, je pense, la même expérience qu'on a eue dans le pays de Galles, dans les fins 80-90, ils allaient fermer les institutions. C'était une décision du gouvernement et à cause des droits humains. Et il y avait 80% des gens qui étaient contre. C'était les parents, c'était les gens même qui vivaient dans les institutions, c'était les travailleurs. Mais on avait quand même on a fermé les institutions. Et après, il y avait 15% qui étaient contre cette exécution. Souvent, j'ai des questions, est-ce qu'il n'y aura pas besoin des institutions pour certaines personnes? Derrière ça, je sais que c'est les personnes avec les handicaps mentaux. DI, ça veut dire? Désinstitutionnalisation. Merci. C'est les personnes, ils demandent pour les personnes avec le handicap mentaux, est-ce qu'ils vont quand même pas être obligés de vivre dans les institutions? En Suède, avec les supports qu'on a, c'est pas seulement le BAP, je pense, mais bon, on n'a pas de l'argent dans la main, mais on a les heures pour les assistances. On a aussi le transport et beaucoup d'autres choses qui marchent, qui fait que les gens avec les besoins de 24 heures sur 24 vivent chez eux dans un appartement s'ils choisissent ça. Et puis l'autre question que je reçois souvent, c'est si on ferme les institutions, où vont travailler les gens qui travaillent dans les institutions? C'est une grande question. Moi, je dis, inquiétez-vous pas, il y a quand même aura besoin du travail parce qu'on a nos besoins. Ça va peut-être être sous une autre 3. Donc, le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, mon introversion, je vais parler un peu de INIL, la vie autonome, pourquoi la vie hors des institutions, mythes communes et quel processus. C'est un peu les choses qui est touchées dans la ligne directrice. Donc, INIL, un réseau de toute l'Europe. On a des membres de Géorgie jusqu'à Islande, depuis Finlande jusqu'à Malte, 38 pays jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on fait le lobby au niveau EU, mais aussi on aide nos partenaires comme le EVA. Et j'ai oublié de dire merci pour que je suis là. Oh, j'ai oublié ça, pardon. Maintenant, je pense. Pour essayer de faire le lobby sur le plan national. Et c'est pour la vie autonome. On a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Nous, on dit c'est de vivre des vies ordinaires. On aimerait vivre ordinairement. Après mon accident, c'était de retrouver ma vie d'être maman. Bon, j'ai refait mes études, j'ai recommencé à travailler. Et c'est de pouvoir aller à les mêmes écoles, de pouvoir vivre dans une famille. C'est de pouvoir aller sur les bus. Malheureusement, ils ont acheté un nouvel bus qui passe devant ma maison et je ne peux toujours pas la monter. Donc, on a des problèmes chacun dans le pays pour vivre autonome. Le prochain slide, s'il vous plaît. Le Freedom Drive, c'est une de nos activités
qui est le plus grand. Tous les 2 ans, on se trouve ensemble, des centaines de personnes avec des handicaps, qui viennent. Avant, on allait à Strasbourg, mais cette année, venez avec nous à Bruxelles. On va aller à Bruxelles le 29 septembre jusqu'au 1er octobre pour parler aux membres du Parlement. Les Suédois parlent avec les Suédoises et les Belges avec les Belges et les Français avec les Français pour leur dire quelle est la situation dans nos pays et qu'est-ce qu'on a besoin, nous, les handicapés, pour vivre normalement dans l'Europe. Par exemple, la liberté de mouvement, c'est pas évident pour nous. INIL a aussi un des membres dans le groupe d'experts européens qui produisent la ligne directrice à INES. On va à la prochaine slide, s'il vous plaît. Là, c'est juste 2 PowerPoint. C'est 2 de nos membres qui étaient les présidents, qui ont parlé au Freedom Drive dans le Parlement, quand on était là, en 1909, celui-là. Le prochain, ça, c'est les Slovéniennes qui étaient dans notre Freedom Drive. Et on voit sur le placard, c'est marqué « Institution is the worst solution ». Pourquoi ils disent ça, ces gens-là? Parce qu'ils vivaient dans les institutions comme jeunes. Ils ont vécu pour toute l'école, ils étaient dans les institutions, et même des années après, avant qu'ils aient pu sortir de l'institution. Donc, ils savaient qu'est-ce que c'était de ne pas avoir vraiment le choix dans sa vie de tous les jours. Donc, ils poussent beaucoup pour ça. Le prochain slide. Donc, la vie autonome. Les lignes directrices sont basées sur la vie autonome. Et donc, l'article 19 qu'on a entendu déjà parler. Mais qu'est-ce que c'est? Très simplement, de pouvoir décider où je vais vivre et comment je vais vivre. Et avoir les accès aux services. Les services doivent être accessibles pour tout le monde. On ne parle pas des services spéciaux, mais les services pour toute la société. Donc, on a aussi parlé d'accessibilité tout à l'heure. La société doit être accessible et le transport. Ce qui est un problème. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on parle de ça depuis des années. En Suède, depuis 40 ans ou même plus. Mais bon, ce n'est pas évident pour une raison ou d'autre. La disponibilité des outils techniques et l'assistance personnelle. Que toutes les personnes handicapées doivent être couvertes dans les lois. Nous, on voit ça dans le mouvement, que dans certains pays, on essaie de faire des lois pour l'assistance personnelle et d'exclure, par exemple, les gens avec l'handicap mental. Moi, je dis, c'est pas l'independent living, là, c'est pas la vie autonome. On doit regarder toutes les gens avec handicap depuis le droit humain et pas mettre dans les catégories. Eux, ils déservent pas ça. On a tous le droit de vivre le même type de vie, de pouvoir avoir le choix. Prochaine. Pourquoi la vie hors institution? On parle de ça dans les lignes directrices, la vie autonome, comme je dis, de pouvoir faire ce que je veux faire quand je veux le faire. C'est de vivre dans la société. Moi, j'ai plein d'amis handicapés, mais j'étais visiter une institution avec 200 personnes avec la mobilité réduite. Je disais, je n'aimerais pas vivre là. Je n'aimerais pas vivre avec 10 de mes amis avec des handicaps. J'aimerais vivre dans ma famille, d'avoir cette possibilité de choisir une vie diversifiée, de vivre dans la société. On voit qu'il y a les violations des droits humains de l'homme dans les institutions et il y a les effets négatifs sur les enfants dans les institutions. Si les jeunes enfants rentrent dans des institutions, il y a un grand risque qu'il va avoir un handicap s'ils n'ont pas rentré avec un handicap. Prochaine slide. Dans les lignes directrices, on parle des préjugés qu'on doit changer dans la société. Et malheureusement, il y a toujours les préjugés. J'ai oublié de dire que j'ai vécu dans les trois pays, mais j'ai dit j'ai 2 enfants. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu mon accident, elle avait 9 ans et 6 ans. Et j'ai vu comment les préjugés sont très tôt. Et même mes propres préjugés. Quand ils parlaient des handicapés, je disais, ah, ils parlent de moi, je suis handicapée. C'était dur de le faire rentrer dans la tête. Et mes 2 filles disaient toujours, maman, quand on allait faire les courses, tu peux rester dans la voiture. Ils voulaient me cacher. J'ai dit, écoutez, non, je sors quand même. Et donc, on veut bien essayer de cacher le handicap. Donc, on doit changer ces préjugés
Et les mythes que nous, on en parle dans les mythes, par exemple, les gens qui exigent le soutien 24 heures sur 24 ne peuvent pas vivre à l'extérieur d'une institution. Ça, on voit que ce n'est pas vrai, parce qu'en Suède, ce n'est pas le cas, mais il faut avoir accès aux services. Les gens sont mieux soignés dans les institutions. Ils pourraient être abusés ou isolés dans la communauté. Bien sûr, il y a la violence à la maison, mais il y a la violence dans les institutions. Des institutionnalisations seulement pour les pays riches, nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc ça, j'ai entendu depuis des années que je travaille avec mon travail, ça fait 25 ans. Mais je dis, les institutions coûtent de l'argent aussi. C'est une question de comment on utilise l'argent qu'on a à disposition. La société n'est pas prête, ça on a déjà dit. Ils ne voulons pas partir, nous les avons demandé. Ça, c'est une entente, mais souvent, si on a que connu les institutions, bien sûr, on ne va pas vouloir vivre à l'extérieur. Mais comme on dit, si on donne quelqu'un le choix, même quelqu'un avec un handicap mental, il voit qu'il veut choisir quelque chose où ils sont bien. Le prochain slide, s'il vous plaît. Les objectifs des lignes directrices, c'est une expertise et un conseil impartiaux aux États membres. Il y a une présentation des exemples concrets et des bonnes pratiques. C'est pour sensibiliser, sensibilisation sur le droit de vivre dans la communauté, de vieillir à ce que l'Union européenne et les politiques et les mécanismes de financement nationaux soutiennent le procès, la transition, et encourager les États membres à associer pleinement les groupes d'utilisateurs. Ça, on a déjà entendu parler aussi avant, que si on a tous des lunettes différentes, et nous, les gens handicapés, on a une expertise qui est différente que la personne qui ne l'a pas. Et tout le monde doit être autour de table pour montrer, pour donner son expertise. Le prochain. Dans les lignes, il y a 10 éléments clés pour le processus. Le processus, c'est quoi? Bon, c'est de commencer à évaluer la situation qu'on a aujourd'hui. On doit développer les gammes de services, complémenter les services qu'on a aujourd'hui. On doit allouer des ressources, les ressources financières, matérielles et humaines. Et aujourd'hui, malheureusement, on entend beaucoup la crise. Avec la crise, il n'y a pas de l'argent. Mais moi, je dis toujours, c'est quand même une priorité aussi, comment on utilise les ressources qu'on a dans nos pays. Développement les plans individuels et mettre en marche cette transition avec tout le monde autour de table. Le prochain slide. Si on va avoir la vie autonome bien avant de promotion de la vie autonome, qu'est-ce qu'il faut penser? Les alternatives aux institutions doivent être très haut dans l'agenda. Il doit y avoir des modèles de bonne practice, good practice, par exemple l'assistance personnelle, mais l'habitation adaptée, ce qu'on a aussi entendu parler tout à l'heure, du support personnel, le empowerment pour les gens avec les handicapés, parce que souvent, comme dit, si on était toujours, comme on dit, très, je ne trouve pas ça en français, il faut empowerment, c'est tout, je vais arrêter là. Surveiller la situation dans les institutions, qu'est-ce qui se passe dans la communauté, de bien regarder et surveiller la transition pour voir où vont les fonds, qu'on va les utiliser le mieux que possible. La sensibilisation dans la communauté, j'ai déjà dit. Et la gestion stratégique des litiges pour changer la loi. Il faut des lois nous on dit les lois pour la vie autonome, les lois qui nous donnent les droits au service. Et le prochain, je vais arrêter là. On voit, là c'est le même, vous avez vu tout à l'heure, deinstitutionalizationguide.eu. On peut trouver les lignes directrices. Et je vous remercie beaucoup.